Bonsoir, 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 bienvenue, installez-vous, je vous en prie. Bon, vous êtes super nombreux, c'est top. Delphine Sabatier, alors certains d'entre vous connaissent mon émission Smart Tech sur la chaîne Bismart, peut-être même mon podcast politique numérique sur YouTube, mais si je suis ici ce soir, c'est pour animer cet événement qui nous réunit, Checkpoint Engage France. Alors l'équipe de Checkpoint s'est fixé une grande mission. Voilà, on va être éclairé ce soir sur les nouvelles façons de faire face aux menaces qui sont multiformes, autant politiques que technologiques. Donc vous comprendrez pourquoi je partage avec vous le plaisir de participer à cet événement. Je vous donne un déroulé rapide du programme, même si je sais que vous le connaissez par cœur. Mais enfin, on va commencer avec une vision macro de la cybersécurité. On va s'interroger sur la posture Zero Trust à adopter dans un contexte géopolitique que l'on connaît, mais aussi technologique qui change. Et puis vers 18h40, un cas pratique avec le témoignage de l'architecte réseau et sécurité cloud de chez Cegid, qui va nous expliquer comment il a pivoté sur la sécurisation de ses applications face justement aux nouvelles menaces. Ensuite, on assistera à une plaidoirie. Voilà, ce sera un moment un petit peu particulier, exprès pour vous, bien sûr, tout ça, avec Maître Astier qui défendra l'idée d'un trio gagnant dans une crise cyber. Je ne vous en dis pas beaucoup plus, mais on va approfondir tout ça ensemble. On aura à chaque fois un petit temps de questions-réponses. Si jamais vous en avez, vous levez la main et je vous demanderai de vous lever pour que tout le monde puisse bien vous voir et vous entendre. Et puis évidemment, on aura aussi tout le loisir d'échanger. Vous pourrez échanger avec les équipes de Checkpoint, puisqu'ensuite on a un cocktail vers 19h45. Voilà, je vais sans plus attendre appeler nos hôtes. Jérôme Bouvet, Adrien Merveille, merci de me rejoindre. Merci Delphine. Quel succès, dis donc. Merci beaucoup. Avant qu'on commence, je voudrais remercier évidemment nos clients, nos partenaires et notre écosystème d'avoir répondu présent. On a construit un agenda et un contenu de qualité. Je voudrais évidemment aussi remercier nos sponsors sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu et avec lesquels nous aurons l'occasion d'échanger un peu plus tard. Ok, alors moi j'ai donc annoncé qu'on allait avoir une vision macro de la question cyber, mais avant d'entrer dans ce nouveau contexte, je me faisais la réflexion, finalement 2025, c'était aussi une année pas comme les autres pour vous, Checkpoint, puisqu'il y a un nouveau CEO monde qui est arrivé, un nouveau patron à la France, Jérôme en personne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est le signe de nouvelles ambitions de votre côté? Qu'est-ce que ça raconte? Alors qu'est-ce que ça raconte? Nouvelles ambitions ou ambitions réaffirmées? Effectivement, on a un nouveau directeur général monde qui nous a rejoint en la personne de Nadav Zafrir en décembre dernier, décembre 2024. Alors Nadav, assez expérimenté dans le domaine de la cyber, il a présidé une douzaine d'entreprises cyber et il a fondé, et il est toujours administrateur d'une société qui s'appelle Team 8, qui travaille dans le capital risque, notamment dans les sociétés de cyber, ce qui permet de tisser des relations, des réseaux et en particulier de nouer des partenariats stratégique avec des acteurs comme Wiz. Geoffrey viendra nous en parler tout à l'heure. Mais ça se traduit aussi concrètement par un certain nombre d'actions déjà dans cette ambition chez Checkpoint. Une des premières choses, c'est l'augmentation de nos budgets de R&D de plus de 10%. Alors c'est important parce que ça va venir soutenir une stratégie très importante pour nous, qui est la partie hybride mesh, qu'Adrien viendra développer tout à l'heure. Ça nous permet aussi, cette augmentation de budget dans la R&D, de venir accélérer le développement d'un certain nombre de produits ou de solutions, typiquement le SASI. Une place très importante à prendre et une demande effectivement de la part de nos clients extrêmement importante. Et puis aussi, dans ces budgets de R&D, on va pouvoir... excusez-moi. Non, c'est sur la partie ensuite acquisition, effectivement, que Nadav va pouvoir accélérer. On a acheté Cyberint l'année dernière, en décembre 2024. Solution assez importante parce qu'elle permet de collecter du renseignement sur la menace cyber, dit autrement, de pouvoir à nos clients se renseigner sur ce qui existe comme données les concernant sur le dark web.
Et puis, on a également annoncé récemment le rachat d'une société, ou en tout cas l'acquisition, la volonté d'acquérir une société qui s'appelle Verity, assez importante aussi, puisqu'elle va nous permettre de répondre à une demande de nos clients très importante, notamment sur l'automatisation des activités de rémédiation, et donc de pouvoir travailler aussi dans un espace d'interopérabilité, dans un espace d'ouverture, de pouvoir intégrer un écosystème très large de sociétés éditrices de logiciels dans le domaine de la cyber, supportant une stratégie dans le domaine de l'Open Garden. Et si on en vient à la France, Jérôme? Oui. Si on en vient à la France... Avec votre arrivée. À la France, on va avoir deux sujets très importants, qui va être l'accompagnement et le développement également de nos partenaires. Je pense que c'est très important qu'on vienne les aider en termes de support, de soutien, de formation, de compétences, pour permettre de mieux accompagner nos clients. Et de notre côté aussi, avoir un engagement plus structuré, plus fort, plus pertinent auprès de nos clients, afin qu'ils puissent réaliser leurs projets de cybersécurité. Alors, sur le contexte actuel, le contexte géopolitique, quelle est votre vision de la situation? Alors, sur le contexte géopolitique, on va détailler ça avec Adrien. On a trois, je dirais déjà, je pense qu'il est important, c'est de rassembler les typologies de menaces qui existent. On a des menaces qui sont de l'ordre des attaques lucratives, très importantes. Alors ça, on le voit dans notre quotidien, on en entend beaucoup parler, tout l'aspect des ransomware. La France concentre à peu près 4% des attaques selon l'ANSSI, avec des dommages assez importants en moyenne. Il est convenu par l'ANSSI qu'une attaque, en tout cas la rançon, est de l'ordre de à peu près 60 000 €, même si la doctrine française, et Maître Assier viendra nous en reparler, est de ne pas payer ces rançons. Néanmoins, ça reste avec d'attaques extrêmement lucratives. On l'a vu récemment avec Libération, le journal, qui n'a pas pu produire et publier ses journaux parce que cryptoloqués. On l'a vu aussi avec l'université de Saclay, presque 1 téra de données qui ont été cryptoloquées. Donc c'est un sujet extrêmement important. On voit les attaques plutôt à des fins d'espionnage aussi. Adrien, tu reviendras là-dessus, notamment sur le profil de ces attaquants, mais qui sont souvent des bras armés étatiques. On l'a vu avec APT28, qui est un bras armé, ou en tout cas un groupe de cyberattaquants russes, qui ont, via des attaques de spear phishing, réussi à pénétrer, on va dire, ou à subtiliser des informations de la diplomatie française en avril dernier. Et enfin, des attaques plutôt liées à la déstabilisation. On le voit dans notre quotidien avec les deepfakes, ou en tout cas le fait de promouvoir de la donnée mauvaise ou de la mauvaise information, ou déstabilisation, voire même destruction. On le voit notamment... a été communiqué hier une cyberattaque sur une banque iranienne afin d'aller couper les financements. Ce dernier sujet lié à la destruction et à la déstabilisation permet de soutenir aussi, dans le monde d'aujourd'hui, les guerres hybrides, où à la fois elles se passent sur les théâtres d'opération, mais elles se passent aussi d'un point de vue informatique. Oui, maintenant, quand on est dans la cyber, on doit s'intéresser à tout ceci. Qu'est-ce que ça change en termes d'organisation du côté des groupes cybercriminels, Adrien ? Sur leur organisation. Oui, effectivement, on note une évolution dans la structure des groupes d'acteurs malveillants. Là où il y a quelques années, notamment avant le conflit Ukraine-Russie, on avait des attaquants à l'échelle de l'individu. On se souvient tous du groupe qui s'appelait Anonymous, mais qui était en réalité constitué d'individus qui défendaient une cause X ou Y et qui se revendaient en tant qu'Anonymous. Aujourd'hui, on n'en entend plus parler, parce que ces groupes se sont structurés un petit peu comme une entreprise moderne, avec des managers, avec des équipes de R&D, avec des objectifs, avec des ressources humaines, puisqu'il y a des process de recrutement pour recruter des acteurs malveillants qui parfois se font recruter sans même savoir qu'ils vont développer des malwares. Mais en tout cas, il y a une puissance de frappe et une capacité de création et d'instrumentalisation de la menace qui est beaucoup plus forte qu'avant. Et ça se voit d'ailleurs très bien dans l'actualité de ces groupes
affiliés à des États. On n'a pas encore prononcé le mot, mais on va le faire. Intelligence artificielle, ça fait partie aussi, j'imagine, des nouveaux outils. On aura tenu quelques minutes, effectivement. Mais effectivement, dans leurs outils, l'intelligence artificielle accélère énormément le développement de menaces. Vous avez quelques statistiques derrière moi. Aujourd'hui, pour créer un ransomware sans être un expert en codage, ça prend quelques minutes, là où ça prenait quelques jours et ça nécessitait une certaine expertise il y a quelques temps. On remarque aussi, vous avez un chiffre qui est très parlant sur le délai entre l'infection et l'exfiltration de données qui est descendu à quelques minutes, là où c'était des mois, des semaines par le passé, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc effectivement, il y a énormément d'outils autour de l'intelligence artificielle qui accélèrent. On reçoit tous des emails de phishing ou des SMS de phishing qui sont dans un français parfait. On remarque aussi que certains pays qui étaient très peu attaqués par un langage très peu pratiqué, se font aujourd'hui beaucoup plus attaquer parce que les outils d'intelligence artificielle sont très bons dans n'importe quel langage. Et les attaques as a service, aujourd'hui, comment ça fonctionne? Voilà, donc en plus des groupes affiliés à des États, on a des organismes qui sont plutôt orientés sur le bénéfice, qui vont fournir et faire des attaques à la place d'individus. Donc même si vous y connaissez absolument rien à l'informatique, aujourd'hui il est possible de lancer un ransomware sur une cible que vous aurez choisie contre une partie des bénéfices de la rançon pour le groupe qui a lancé l'attaque. Donc effectivement, ça rajoute dans le volume que vous voyez sur les statistiques. C'est d'où le plus 150%. Donc. Alors, j'avais envie que vous nous fassiez un point sur un peu une actualité, c'est la vulnérabilité EcoLeak qui utilise Copilot. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe là? Effectivement, il y a quelques jours a été révélée une capacité de nuire. Donc c'est une vulnérabilité non pas dans le software, mais vraiment dans le fonctionnement d'outils liés à l'IA générative, où il suffit d'envoyer un email à une société et l'agent Copilot intégré dans la messagerie, intégré dans Teams, intégré avec Copilot, interprète le mail comme un prompt de LLM classique et va, au travers d'un prompt bien fait, faire une fuite de données sans la moindre action utilisateur. Donc on parle d'attaque ici zéro clic. Ce n'est pas la première attaque zéro clic qu'on voit, mais par contre c'est la première attaque zéro clic qui implique des LLM et de l'intelligence artificielle. Donc plus on va avoir d'outils d'IA, d'agents IA intégrés dans nos outils, plus on a un risque d'avoir des exploitations de comportements, puisque l'IA est censée aider la personne qui lui demande de l'aide. Plus on va avoir ce type de comportement à l'avenir, malheureusement, c'est peut-être le début d'une séquence. Question pas facile, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus là-dedans, Jérôme? Ce qui me préoccupe le plus, ou ce qui préoccupe nos clients, je pense qu'il y a à la fois les volumes des attaques. On est sur un facteur qui a été multiplié par presque 10 sur 5 ans. La qualité des attaques, comme l'a dit Adrien, grâce effectivement à l'intelligence artificielle, on peut produire du code qui va rendre ces attaques beaucoup plus pertinentes. Et la célérité aussi des attaques, comme on l'a vu, pour breacher un système d'information, ça se passait en quelques heures il y a encore 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, le temps moyen effectivement d'un breach est de l'ordre de 20 minutes. Et puis je pense la surface des attaques aussi. La surface des attaques a énormément augmenté. On a à la fois l'intelligence artificielle qui est aussi devenue une nouvelle surface d'attaque au travers toute la partie générative, l'IA générative, où on peut venir injecter des prompts malveillants, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis aussi, quelque part, le corps humain va devenir des nouvelles surfaces d'attaque. Ah oui, le corps humain. On l'a déjà vu d'ailleurs, on a des pompes à insuline qui ont été hackées, on a des pacemakers effectivement qui ont vu une CVE critique dans laquelle on pouvait changer les paramètres vitaux du patient. Et puis lorsqu'on voit ce qu'Elon Musk veut faire avec Neuralink, sur lequel on va avoir des implants cérébraux, ces implants cérébraux, ils vont avoir vraisemblablement un processeur, de la mémoire, un firmware, des outils pour communiquer à l'extérieur. Donc ça sera une surface d'attaque aussi nouvelle. Très bien, donc ça fait énormément de besoins, d'attente du marché, de vos clients pour avoir des nouvelles solutions. Comment est-ce que vous abordez ce sujet aujourd'hui? Ça devient, je pense, compliqué pour un responsable informatique ou un responsable de sécurité de faire face à cela aujourd'hui. Avec Adrien, on était au RIAM il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, sur lequel on a participé à beaucoup de tables rondes avec les CISO des principaux clients français. Le sujet pour eux, c'était de réussir à mutualiser les moyens
et notamment rentrer dans une approche qu'on appelle la plateforme, et plutôt que venir consommer plein de solutions différentes qui vont former un puzzle, qui deviennent durs à intégrer, durs à maintenir, sur lequel il faut beaucoup de compétences. Aujourd'hui, on va rechercher de la mutualisation par rapport à ça. L'automatisation, c'est un sujet très important. Pour faire face au volume et à la rapidité des attaques, il va falloir aussi que ceux qui cherchent à se défendre puissent répondre rapidement. Et enfin, le dernier sujet qu'on traitera aussi, qu'on a un peu évoqué avec l'Open Garden, qui est effectivement l'interopérabilité des solutions. Il n'est plus question aujourd'hui d'acquérir des solutions qui restent silotées dans cet effet plateforme. Il va falloir trouver des architectures, des moyens qu'on va développer tout à l'heure qui vont permettre de répondre à ces enjeux d'interopérabilité. Alors allons-y, développons. Quelles sont les nouvelles solutions aujourd'hui ? Exactement. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut intégrer chez nos clients, c'est une certaine forme de simplicité dans un paysage qui est plutôt complexe. Complexe parce que les attaques sont plus nombreuses, complexe parce qu'il y a plus de vecteurs d'attaque, et complexe parce qu'on a aussi un aspect dont on n'a pas parlé et qu'on ne va pas développer aujourd'hui, qui est un pseudo-manque de ressources et de manque de compétences dans la cyber. Alors, quand je dis manque de compétences, ce n'est pas les personnels qu'on a n'est pas compétents, c'est vraiment il nous manque du personnel. En quantité, en volume. En quantité, exactement. Et donc, que ce soit chez nous, chez nos partenaires ou chez les clients, je pense que tout le monde a une certaine complexité dans cette forme de recrutement. Donc nous, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter une forme de simplicité dans cet écosystème, et on essaye de le faire au travers d'une approche qu'on appelle hybride mesh. En quoi ça consiste ? Ça fait 30 ans qu'on fait de la sécurité réseau. On fait du firewall depuis 32 ans exactement. Aujourd'hui, le réseau, il n'est plus ce qu'il était il y a 32 ans, même s'il existe toujours sous cette forme-là. Le réseau, aujourd'hui, il est plus complexe et il est de plus en plus as a service. Donc lorsqu'on pense réseau, on va penser à des technologies comme le SASI, et c'est pour cette raison qu'il est au centre de cet écosystème, non pas parce que c'est le pilier le plus important, mais c'est parce que c'est le pilier incontournable. Quand Check Point parle SASI, quand on parle SASI aujourd'hui, on a forcément un prisme cyber dans la tête, mais il ne faut pas oublier que le premier élément lorsqu'on parle de SASI, c'est la connectivité. Et donc c'est pour ça qu'on le positionne au centre. Autour de cet élément-là, on va retrouver un certain nombre de technologies de cyber, qu'on appelle des technologies point à point, si je puis dire. Et au travers de cette image, vous allez voir une certaine forme d'éclatement, de décentralisation de cette cyber, parce que c'est très important d'avoir cette couche de sécurité qui va être proche à la fois des data et des utilisateurs. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir garantir une certaine forme de résilience. On ne s'appuie pas sur un seul point, mais sur une multitude de points pour adresser cette sécurité. Et c'est ça un petit peu qu'on essaie de mettre en avant au travers de cette approche hybride mesh. Bien sûr, un certain nombre d'éléments de cette plateforme sont des éléments qui sont particulièrement mis en avant dans les cadrans Gartner, Forrester, etc. Donc on a une vocation à avoir un bon positionnement de chacun de ces solutions-là. Mais on sait très bien qu'on ne pourra jamais avoir du checkpoint, du sol au plafond chez les clients. On aimerait bien, Jérôme aimerait énormément, mais dans la pratique, on sait que c'est vraiment à la marge ou pas possible. Et donc, c'est pour ça que cette approche, cette plateforme, elle doit avoir un deuxième aspect, et Jérôme l'a un petit peu introduit, c'est ce qu'on appelle l'approche Open Garden. Open Garden. Par Gartner, c'est pas pareil. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire, vous avez un écosystème, à travers des intégrations, à travers des partenariats, on va pouvoir faciliter la sécurité de différentes couches. Soit parce qu'on va venir directement sur la technologie appliquée de la sécurité. Vous voyez par exemple dans cet écosystème du Microsoft Azure, on a la capacité de venir intégrer dans des services Microsoft Azure comme V1 des firewall checkpoints pour venir appliquer de la sécurité sans que vous ayez à déployer vous-même les firewalls dans les environnements. On a des partenariats technologiques qui vont être fournisseurs d'identité parce que c'est important aujourd'hui d'appliquer de l'identité sur tout l'écosystème et en particulier dans la cyber, pour des questions de forensics, par exemple, mais aussi pour des questions de zéro trust et de politique de filtrage. Donc on a un éventail de solutions, je crois qu'on en a 250 partenaires technologiques, et cette logique-là, elle évolue vers une approche qui est d'automatiser la réponse à incident et d'augmenter la posture de sécurité. Et c'est un petit peu l'intention de l'acquisition de cette solution. Je ne sais pas si, Jérôme, tu veux dire un petit mot là-dessus. Sur la breaking news, Jérôme. Si, ouais, je suis très très content et très fier de cette intention de rachat qui doit encore se matérialiser. Moi, je viens d'un monde
avant Checkpoint, où je travaillais beaucoup dans la virtualisation chez VMware. Et donc, on travaillait sur ce qui s'appelait le Software Defined Data Center. Avec Verity, je pense qu'on va arriver sur un sujet qui va être assez proche, même si ce terme n'existe pas, mais de Software Defined Security Center. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fait, automatiser des réponses à incidents, quelle que soit la nature de l'équipement concerné. Donc on va pouvoir centraliser et aller faire de la rémédiation de façon automatisée. C'est une demande extrêmement forte de nos clients dans leur SOC ou dans leur CERT. Et ça répond à une logique d'open garden où quelque part, en fait, l'écosystème des solutions ne sont vues plus comme des outils, c'est-à-dire que c'est plus une marque en particulier qui rend un service, mais on considère plus que l'outil en tant que tel. Je pense que c'est extrêmement important de rentrer dans cette logique d'interopérabilité et de réussir à fédérer en fait l'ensemble de ces composantes sur un point unique et d'aller pousser ensuite de la remédiation de façon automatisée. Ça répond à ce que je disais tout à l'heure sur les contraintes, c'est-à-dire à la fois sur les volumes, à la fois sur la qualité et sur la célérité des attaques. Il va falloir trouver des solutions qui vont pouvoir automatiser ces réponses et ces rémédiations. Et Verity en fait exactement partie. Alors, si vous êtes d'accord, je propose qu'on creuse un peu cette approche Open Garden, parce qu'on a un invité de marque qui va nous permettre de vraiment concrétiser ce sujet. Donc, je vous propose d'accueillir Geoffrey de Seroux, vice-président de Wiz France. Merci. Geoffrey, je me permets juste un petit mot d'introduction sur Wiz, parce que Wiz, c'est quand même la pépite que le géant de Mountain View veut absolument acquérir. Il est prêt à mettre 32 milliards de dollars sur la table. Voilà, ça c'est ce que moi j'ai noté. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Wiz et notamment la filiale française, Geoffrey ? Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Donc en coulisses, on m'avait dit que j'avais 3 minutes. Quand j'ai demandé pourquoi 3 minutes, on m'a expliqué Wiz, W-I-Z, 3 lettres, 3 minutes. Bon, je vais essayer de tenir le défi. Alors Wiz, merci Delphine, Wiz est né en mars 2020, à l'aube du Covid. Wiz a été créé par les anciens fondateurs d'Adalom, qui a été racheté par Microsoft en 2015. Et Adalom, pour ceux qui connaissent, qui ont suivi, c'est les premières lignes de code de Microsoft Defender. Donc Wiz est né dans le cloud, pour le cloud, dont les innovations, on le sait tous, et les complications ont permis l'émergence d'un nouveau modèle de sécurité cloud, le CNAPP, dont Wiz a la chance d'être leader aujourd'hui. Notre mission, elle est claire, sécuriser tout ce que les clients conçoivent et déploient dans le cloud de façon claire, simple et intuitive. Depuis 5 ans, on accompagne des entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité. On voit quelques logos ici. En arrivant tout à l'heure, j'ai croisé quelques clients également. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est qu'on accompagne des clients qui ont tout stade de maturité dans le cloud. On travaille avec à peu près 50% des entreprises Fortune 100. Ce qui nous parle un peu plus en France, c'est qu'on travaille avec 40% des entreprises du CAC 40. Les résultats, ils sont là parce que ce qui nous importe chez Wiz en France et partout dans le monde, c'est pas tant le nombre de logos qu'on affiche sur les slides, mais c'est le nombre de clients qui atteignent le Zero Critical Club, c'est-à-dire les clients qui ont 0 risque critique dans leur environnement. Alors c'est quoi un risque critique ? Eh bien c'est une combinaison de plusieurs vulnérabilités, misconfigurations qui, mises bout à bout et contextualisées, finalement dessinent un chemin d'attaque potentiel qu'un hacker pourrait exploiter. Alors, qu'est-ce qui nous a permis, d'atteindre une telle pertinence pour nos clients aujourd'hui ? Eh bien, c'est 2 choses, le cloud et la zizanie. Je vous explique pourquoi le cloud, on le sait tous, le cloud, il a tout changé, tout va beaucoup plus vite. On regarde les cycles de développement des entreprises, ils vont beaucoup plus vite. On a également, tout est self-service, et on a également l'émergence de nouveaux modèles éphémères, comme le serverless. Et comme on peut le voir sur la partie droite, ça c'est la partie zizanie. En France, on a la chance d'avoir un beau vocabulaire, ce qui n'est pas forcément le cas des anglo-saxons. La zizanie, je l'utilise dans le cadre du désunion. C'est ce qu'on a matérialisé sur la partie gauche de cette planche, où on voit que chaque équipe, d'une part, elle est silotée, mais elle a également son propre outil qui lui apporte sa propre visibilité et son propre contexte. Donc, par définition, le contexte, il est à la fois incomplet et fragmenté. Face à cela, face à la vélocité qu'apporte le cloud et la complexité qu'apporte le cloud, il fallait l'émergence d'une nouvelle approche. C'est la genèse de Wiz. C'est la partie droite de la planche où Wiz va apporter une visibilité transverse du contexte pour apporter à toutes les équipes, au travers un seul hublot, une seule interface,
un contexte transverse qui va permettre aux développeurs de pouvoir traiter immédiatement les vulnérabilités qu'ils identifient en production. Je te remercie. On a un contexte, une plateforme, mais surtout une interface gratuite et 3 modules. Wiz Cloud, c'est la genèse, c'est apporter la visibilité sur les risques présents en production. Vu qu'on sait apporter la visibilité sur les risques présents en production, eh bien, autant le faire aussi sur la partie code pour les développeurs. C'est le 2e module qui s'appelle Wiz Code. Et enfin, on apporte également une interface, via notre interface, la capacité aux équipes SOC de pouvoir faire face aux menaces en temps réel. Si tu peux juste passer, merci beaucoup. D'un point de vue un peu plus concret, donc il y a eu un petit loupé sur PowerPoint, parce qu'effectivement vous avez suivi les news vis-à-vis de Google. On est passé sur la suite Google, donc parfois il y a quelques changements sur la partie gauche, Preventive Security. Donc Wiz Cloud, en fonction de la maturité des clients dont je parlais tout à l'heure, on va soit positionner le premier module, soit le premier et le deuxième, soit les 3 d'un coup. Le premier module, il permet aux équipes d'avoir une approche proactive de la sécurité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va d'abord traiter le risque qui est en production, qui est donc exploitable. On va d'abord s'accorder sur le traitement de ce risque-là, et c'est via ce premier module Wiz Cloud qu'on va permettre de démocratiser la nouvelle approche cyber. Pourquoi ? Parce que même si ce sont les équipes CloudSec qui identifient la vulnérabilité, ou les équipes SOC, eh bien c'est bien les développeurs qui vont devoir y remédier. Une fois que les développeurs ont traité la vulnérabilité en production, ils vont prendre goût à l'utilisation de Wiz et ils vont vouloir l'utiliser également dans les phases de CI/CD et dans leur chaîne de design, ce qui va leur éviter de pousser du risque en production plus tard. Et ensuite, donc ça c'est la partie préventive, et ensuite sur la partie reactive security, on transforme complètement l'approche du traitement, de l'analyse du traitement des menaces en temps réel avec notre module Wiz Defend. Je vous parlais tout à l'heure de maturité. Évidemment, en France et partout dans le monde, toutes les entreprises ont une maturité qui leur est propre. Et donc, on sait s'adapter aux clients qui veulent d'abord gagner en visibilité, ceux qui veulent gagner en visibilité et traiter immédiatement le risque qui est critique. On a des sociétés qui sont un peu plus avancées, qui veulent tout de suite passer à la démocratisation et à la sécurisation de leur chaîne de delivery dès le CI/CD. Et également des entreprises qui veulent aller all-in, qui sont très avancées, très matures, et qui veulent prendre l'entièreté de notre plateforme jusqu'à la transformation de leur approche de sécurité du cloud. Geoffrey, c'est la dernière slide. C'est l'avant-dernière. Ouais, on va accélérer un petit peu. Alors très simplement, je voulais juste vous présenter ce slide parce que c'est les 35 belles âmes de l'équipe de France de Wiz qui vont vous accompagner pour analyser votre seuil de maturité, comprendre où vous voulez aller et à quel horizon. Merci beaucoup. Je voulais peut-être qu'on précise quand même votre alliance, le partenariat. Adrien, quelques mots là-dessus, sur la manière dont vous travaillez ensemble et surtout l'intérêt que vous voyez pour vos clients. Oui, effectivement. Donc c'était important pour nous que Wiz participe parce que déjà l'annonce du partenariat est relativement récente, mais c'est surtout une illustration parfaite de cette approche Open Garden, je ne vais pas y arriver, qu'on a. Et vous avez sous les yeux 2 cas d'usage typiques sur lesquels nos équipes R&D respectives sont en train de travailler. Donc le premier, vous avez une alerte qui va être générée de la part de Wiz sur un service exposé, mais cette alerte va être revue à la baisse parce Wiz va prendre en considération le fait qu'il y ait un équipement checkpoint, un firewall, un WAF, peu importe, avec une protection pour cette vulnérabilité-là, et du coup l'alerte va être revue à la baisse, ce qui laissera le temps aux équipes de ce client fictif de se concentrer sur des alertes réelles. La deuxième, à l'inverse, là on a une vulnérabilité identifiée sur un service exposé, et Wiz va pouvoir automatiquement demander à nos firewalls d'activer la signature et la protection qui va bien pour que ce service soit protégé et sécurisé. Est-ce qu'il y a des questions? J'avais dit qu'on aurait un petit temps de questions, mais là sur cette approche Open Garden, je ne vois pas très bien dans la salle, donc si vous pouvez vous lever si vous avez une question en particulier sur ce point. C'est une approche un petit peu particulière, qu'on affirme autant cette ouverture. Et lorsqu'on a préparé la session tout à l'heure, ça a généré pas mal de questions sur nos intervenants externes. Donc on s'est dit que c'était pas mal de mettre une session de questions-réponses à cet endroit-là. Maintenant, si vous voulez la garder pour le cocktail, on continue. J'attends 2 secondes. Bon, on y va. On continue, on enchaîne. Merci beaucoup, Geoffrey. Avec plaisir. Alors, on a 2 autres grands témoins qui vont venir ici nous rejoindre. Mais avant ça, j'avais une dernière question parce qu'on a évoqué donc l'impact de l'IA sur la menace. Mais l'IA, c'est aussi un atout.
dans la cyber, et puis c'est aussi des actifs à protéger. Tout à fait. Donc on a la phrase qui dit l'IA pour la sécurité et la sécurité pour l'IA. Donc j'aimerais brosser très rapidement ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle. Donc déjà, comment on l'intègre dans nos solutions. Le premier élément, et c'est le plus ancien, c'est que c'est des moteurs essentiels pour identifier les menaces et être capable de faire de la prévention avec peu de fausses positifs et rapidement. On a nos rapports de sandboxing qui prennent l'illustration du brin d'ADN pour catégoriser des malwares, parce qu'au final, on peut avoir un malware qui est tout nouveau, mais qui va utiliser une toute petite partie d'un malware qu'on aurait déjà vu. Donc, vous voyez ça comme un brin de cette hélice. Et bien, on va pouvoir justement appliquer la protection tout de suite. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est l'IA en tant qu'assistant pour les gens qui exploitent nos solutions au quotidien. Donc vous, je prends un exemple très simple, c'est que j'imagine que vous créez tous des règles de filtrage de manière quotidienne ou hebdomadaire, mais combien de fois vous les supprimez ? Et bien, typiquement, on a des outils d'IA qui vont analyser votre base de règles. Donc supprimer une règle pas utilisée, c'est relativement simple, mais on va faire de l'analyse sur la matrice des flux, sur les objets qui vont être utilisés dans les règles ou pas, et on va vous faire des suggestions automatiques pour tendre vers une politique zéro trust, pour améliorer la base de règles et laisser moins de trous dans cette base. Et donc on a cette évolution avec une vocation à tendre vers une politique pleinement autonome. Alors attention aux objections, on n'y est pas encore. Mais je pense que c'est vraiment là où va le marché. Et si on a un écosystème de solutions, si on a des environnements de plus en plus complexes, c'est par des outils comme ça qu'on va arriver à avoir une sécurité qui est meilleure. Et c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui déjà sur notre WAF. Il y a une politique automatisée. Et c'est sur ce quoi on travaille dans la politique de nos firewalls. Et d'un autre côté, la sécurité pour l'IA ? Oui, tout à fait. Et la sécurité pour l'IA, donc on a vu que l'IA pouvait être utilisée dans des attaques, et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire aujourd'hui de considérer la sécurité de l'IA lorsqu'on met à disposition certains outils. Donc le premier cas d'usage, qui est peut-être le plus évident, c'est le comportement des utilisateurs, des employés d'une société, parce qu'ils vont s'en servir, comme tout le monde dans cette salle, je pense, pour les aider dans leur quotidien, dans leur métier quotidien, mais parfois on manipule des données qui sont confidentielles. Donc, est-ce que c'est de la génération de code ? Est-ce que c'est le travail d'une annonce de sortie produit ? Est-ce que c'est l'annonce des résultats de la société ? Tous les éléments qu'on va mettre dans ces prompts peuvent être réutilisés dans des réponses sur d'autres utilisateurs. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est très important aussi de penser à la sensibilisation des utilisateurs. Et donc, on a des outils aujourd'hui qui vont vous créer un visuel avec le niveau de risque et les typologies d'usage de vos employés, avec une capacité de blocage si on a de la fuite de données sensible. Donc ça, c'est le côté un peu utilisateur. On a aussi le côté serveur, service, où d'un côté, on va avoir un partenariat, donc encore une illustration de cette approche ouverte, avec NVIDIA, pour venir directement dans les GPU qui vont construire vos moteurs d'IA, appliquer de la sécurité, à la fois pour segmenter les données d'entraînement, des données qui vont être utilisées par le moteur, les nouvelles données, l'accès aux administrateurs et les manipulations mémoire pour éviter les prompt injection. Mais si, comme beaucoup de structures, vous faites le choix de partir sur des tenants privés de fournisseurs publics comme ChatGPT, eh bien on a notre WAF qui intègre dorénavant les protections du top 10 OWASP LLM pour venir protéger contre le type d'attaque dont on a parlé tout à l'heure comme E. coli. Et dont on va parler juste après d'ailleurs, un peu de teasing. Jérôme, juste pour conclure cette introduction de plénière sur le positionnement de Checkpoint aujourd'hui. Moi, j'ai ma pensée où je souhaite qu'on soit perçu à la fois comme un leader d'opinion et aussi un leader technologique. Alors, un leader d'opinion, comme tu l'as dit, Adrien, ça fait 32 ans qu'on existe. Donc, 32 ans, on a passé 3 décennies à voir les mouvances des attaques évoluer, les comportements évoluer, les besoins de nos clients aussi évoluer. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir être assez certain de notre parcours, de nos acquis, et donc du coup pouvoir projeter une opinion qui soit crédible. 32 ans, je suis extrêmement fier de ça. J'espère qu'on se reverra aussi dans 32 ans. Peut-être avant quand même, non ? Avant, et aussi un leader technologique. Et alors ça, je ne suis pas tout seul à le dire. Ce qui est important, c'est déjà, on est né en inventant une technologie toujours utilisée, les firewall stateful inspection. Et le Gartner
nous positionne aussi comme un acteur clé de fournisseur technologique. Ludovic en parlera sur la partie WAF, sur toute la partie ERM également, sur toute la partie de la sécurisation des emails et des outils de collaboration. On est donc un leader technologique qui vient sécuriser en fait de façon assez holistique toutes les composantes chez nos clients, leur système d'information, le poste de travail, les collaborateurs, le cloud, tous les sujets, les applications, les infrastructures on-premise. Donc oui, voilà, à la fois un leader d'opinion et un leader technologique. Allez, on enchaîne. Merci beaucoup à tous les deux. Donc voilà, on va passer au cas d'usage pratique. Bon, on ne va pas quand même rentrer dans la pratique, mais enfin, on va parler de la sécurisation des applications face aux nouvelles menaces. Donc, je vous propose d'écouter Ludovic Balmont qui nous fait le plaisir de partager son expérience. Je m'assois parce que j'ai eu un petit accident, donc je ne suis pas hyper mobile. Donc Ludovic, je rappelle, vous êtes architecte réseau et sécurité cloud chez Cegid, donc entreprise de développement de logiciels de compta, RH, paye, qui propose ces solutions en SaaS. Mais peut-être vous pouvez nous donner quand même quelques chiffres pour nous donner une idée de ce que ça représente en termes d'applications Cegid aujourd'hui. Oui, bonsoir Delphine. Oui, donc Cegid, c'est environ 4400 collaborateurs répartis sur une vingtaine de pays, dont on distribue une centaine d'applications pour environ 500 000 clients, dont 21 millions d'utilisateurs. Et donc tout ça, on a environ 60% de nos applications qui sont sur la partie cloud web, cloud public, pardon, dont AWS, OCI et Azure. Et donc on était originellement sur Azure, donc on est en train de se déployer un peu plus sur les autres clouds publics. Mais actuellement sur Azure, on a plus de 28 000 assets sur Azure, sur 6 régions différentes, dont la Chine, tout autour du monde, avec tout le backbone qui va avec. Voilà, et on a encore un legacy assez présent, on a encore quasiment plus de 2000 VM dans de multiples data centers. Donc voilà. Ça fait quelques défis à relever. Oui, c'est ça, exactement. Alors, à un moment, vous apercevez que la donne est en train de changer. Expliquez-nous simplement le contexte. À quel moment vous vous dites, là, il faut que je revoie ma stratégie en matière de sécurité? Alors, ouais, historiquement, en fait, donc, on est arrivé sur le cloud quand même assez tôt. On était dans les années 2000, on a exposé nos applications en mode ASP, donc Application Service Provider, avec du Citrix, etc., dans nos data centers. Après, petit à petit, dans les 2010, on est passé chez un infogéreur pour grossir encore plus, pour maximiser le nombre de VM. Donc petit à petit, on est arrivé en fait sur le cloud public. Et là, on est arrivé sur le cloud public en 2017. Et on arrivait comme assez tard, finalement, parce que le cloud public a commencé quand même dans les années 2013-2014. Mais on arrive assez tard, donc on a pu apprendre des expériences. Et on s'est dit, on va utiliser les bonnes pratiques. Quelle est la bonne pratique en 2017 ? C'est faire du hub and spoke. C'est-à-dire qu'on va avoir un hub de sécurité avec des instances de firewalling, soit en cluster, etc. Et derrière, on va avoir des SPOC avec nos applications. Et on va exposer via ce hub de sécurité nos applications et ainsi de suite. Donc on avait quand même de la sécurité EPS, on avait quand même une sécurité quand même assez présente. Mais en fait, on s'est rendu compte quand même que ça engendrait pas mal de contraintes, que ce soit au niveau des DevOps, que ce soit au niveau de l'exposition, la défense en profondeur, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas non plus analyser totalement les applications. Et ensuite, en fait, ça apportait aussi beaucoup de contraintes parce que les applications devaient être connectées à ce hub. Et on s'est retrouvé avec des acquisitions, des personnes qui connaissaient pas trop cette technologie, etc. Donc, ils faisaient un peu leur sauce de leur côté. On s'est retrouvé en fait avec plein de morceaux d'applications morcelés dans leur coin, etc. Dans des morceaux de cloud, etc. Donc là, on s'est quand même, là en 2000, après post-Covid, on a commencé à se poser des questions, on se dit il faudra qu'on fasse quelque chose là-dessus. Et là, vous décidez quoi alors ? Et là, en fait, on a eu un levier qui est assez intéressant, c'est dans les post-Covid, justement, il y a eu pas mal d'augmentation de prix fournisseurs publics, de cloud public type Azure, etc. Et donc notre direction a dit, ok, on va essayer de déployer plus d'applications dans les autres clouds publics.
Donc nous, ça a été un levier pour nous pour créer une stratégie multi-cloud. Les équipes Donc en fait, l'augmentation des prix a eu un effet vertueux. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Okay. En fait, déjà à l'époque, on a commencé, en fait, dans les années déjà de 2020, quand on a vu que ça commençait à se morceler un petit peu, que le mindset hub and spoke commençait un peu en fait à plus être pris en compte parce que justement les personnes, les devs, ils essayaient de faire leur truc de leur côté. On leur dit, ok, vous pouvez le faire, mais par contre vous mettez du WAF. Sur toutes vos applications, vous êtes interdit d'exposer les applications sans au moins un minimum de sécurité. Donc c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Mais le problème, c'est qu'un WAF en cloud native, c'est pas facile à opérer, c'est pas facile à mettre en place. Et surtout, en fait, on s'est retrouvé avec, par exemple, les équipes de dev qui disaient oui, non, mais c'est à vous d'opérer. Les équipes de sécu, bah non, mais attendez, non, mais c'est les équipes DevOps qui les ont mis, etc. Et donc ils se tiraient un peu la couverture les uns aux autres, plutôt ils se la repoussaient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on s'est retrouvé avec des WAF qui ont envoyé des logs à de l'Elasticsearch, à du Splunk, à du Dynatrace, ou alors qui n'avaient même pas du tout de log, et les 3 quarts qui étaient en mode detect. Donc quasiment aucun intérêt, quoi. Donc là, en fait, vous vous dites, ok, donc le WAF a priori, c'est quand même la solution la plus adaptée, mais pour l'instant, je trouve pas mon bonheur dans l'offre sur le marché. Enfin, en fait, avec quoi vous partez en tête et en quête d'une autre solution? Lors de la stratégie multi-cloud, on s'est rassemblés, nous, avec les équipes sécu, donc les architectes infrastructure et réseau. On s'est rassemblés avec les équipes sécu, on a dit, ok, on va faire un cahier des charges. On va faire un cahier des charges en disant quelle serait la solution parfaite de WAF qui répondrait à toutes nos questions. Donc là, on a fait le cahier des charges, on a dit, ok, il nous faut une solution qui soit agnostique au cloud, qui puisse faire de l'on-prem, qui puisse faire du SaaS éventuellement, si on n'a pas les technos possibles, qui puisse comment dire, apprendre à comprendre l'application, apprendre l'application, et qu'elle soit utilisable par toutes les équipes. Ouais. C'est la liste de Noël, ça. Ouais, exactement. En fait, c'était vraiment la liste de Noël. Elle était vraiment très challengeante. Et là, je me suis dit, bon, de toute façon, ça va être compliqué de trouver quelque chose qui scie à tout le monde. Et alors là, donc vous tombez sur Checkpoint, parce qu'il faut quand même, à ce moment-là, Checkpoint n'est pas vraiment identifié quand même sur le WAF. On avait déjà un pied chez eux en tant que fournisseur de services firewall. On utilisait pas mal de firewall Checkpoint, mais on avait aussi d'autres firewalls chez d'autres opérateurs. On a commencé à regarder un peu tous les acteurs du WAF, etc. Les solutions open source, les solutions. Et là, en fait, on s'est dit, bon, ok, qu'est-ce qui fit le plus avec notre cahier des charges? Bon, Checkpoint a l'air pas mal, on va leur demander de venir. Donc, ils nous ont fait une petite présentation. Ok, nous on fait ça. C'est super, en fait, ça correspond à ce qu'on veut faire. D'accord. Donc là, en fait, on a dit, bon, on va faire un POC en 2024 avec Checkpoint. Donc on a une application qui était en cours de dev. On a dit, cette application-là peut être très, très, très intéressante à mettre derrière un WAF Checkpoint pour déjà comprendre comment ça fonctionne. Alors, ce qui vous séduit en particulier sur cette solution, parce que vous avez dit un petit peu, on a fait notre liste de courses et tout ça, mais est-ce qu'il y a vraiment des critères qui ont été décisifs? Oui, en fait, il y a un des critères dont je n'ai pas parlé, mais qui était en fait un des plus gros critères, c'était qu'il fallait qu'il soit infra as code. Pourquoi? Parce que toutes nos équipes de dev, en fait, nos équipes de DevOps plutôt, elles déploient toutes les applications, et ça depuis des années et des années. Avant c'était avec des scripts PowerShell, maintenant c'est tout en Terraform avec Ansible, etc. Donc des outils d'infra as code. Et en fait, à part l'exposition qui se faisait par le hub de sécurité, qui était elle manuelle par les équipes réseau. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu redescendre avec le WAF Checkpoint. Avec l'infra as code, en fait, on a pu redescendre. Et justement, c'était un des points importants qu'on a exposé à Checkpoint en disant faut qu'on puisse faire de l'infra as code. On a dit ok, nous normalement on sait le faire. Donc on a commencé le POC. Donc là, on s'est retrouvé quand même avec pas mal. Parce que je pense qu'on était pionniers quand même sur la solution. Comment ça s'est passé ce déploiement justement du POC et comment vous avez travaillé ou pas avec d'ailleurs les équipes de Checkpoint à ce moment-là? Ouais, donc on a pu être accompagné par des solutions architectes qui étaient vraiment très 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 bien parce qu'en fait on a pris d'abord des critères d'acceptance, etc. On a fait vraiment un cahier des charges en disant ok, quel est le but du POC, quel deadline on se met et quel résultat on attend. Donc déjà c'était quand même vraiment important de bien cerner les résultats qu'on attendait.
et en disant bah, voilà, la phrase code, c'est sine qua non. Donc on a lancé le projet, et donc on s'est retrouvé quand même avec pas mal de soucis sur l'infra code. Il y a les API qui répondaient pas bien, ou même pas qui répondaient pas bien, mais ça buguait, ça plantait. Donc en fait, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'on a directement pu remonter les problèmes à la R&D, au project management, etc. Et ils ont quasiment résolu les problèmes dans les heures qui suivaient, quoi. Donc ça a été très très réactif. Et franchement, ça a été... je vois les sourires au premier rang, là, ils sont contents. Non mais franchement, rarement en fait un POC finalement c'est pas si mal passé, parce que ils ont répondu à la demande, et en fait malgré que on était quand même assez voilà, c'était pas un petit truc qu'on faisait, on voulait vraiment après pouvoir passer en prod le truc. Donc on s'est dit en fait on va faire vraiment un POC to prod. Il faut qu'on puisse le POC ensuite se dire ok, on le laisse en place et on peut passer en prod, quoi. Donc on est vraiment allé jusqu'au bout des choses, et donc avec les équipes R&D, etc., on a résolu tous les petits problèmes qui restaient, et on a pu exploiter la solution à la fin. Et aujourd'hui, avec un petit peu plus de recul, quels sont les bénéfices que vous voyez de la mise en place de la solution ? Eh ben, en fait, clairement, moi, ce qui vous le plaît le plus, quoi. Ouais, en fait, moi, j'en ai discuté pas mal avec les DevOps, et j'ai eu des DevOps qui sont revenus vers moi en disant, franchement, c'est royal. Pourquoi ? Parce qu'il y a, sur la partie WAF Checkpoint, il y a une décorrélation de la configuration et de l'exploitation directement des WAF. Donc en fait, on a un portail unique. On se connecte en SSO dessus, donc en single sign-on dessus. Donc les équipes de dev, les équipes de R&D et les équipes DevOps ont leurs propres droits dessus. Elles voient toutes les mêmes choses et toutes les mêmes logs. Et en fait, elles peuvent discuter entre elles justement des problèmes qu'il peut y avoir, etc. Et en fait, vraiment, elles peuvent travailler vraiment la main dans la main. Alors qu'avant, elles se battaient un peu le truc. Maintenant, justement, elles travaillent plus ensemble, et ça change vraiment la donne, quoi. Et très concrètement, si je vous demande un exemple de cyberattaque que vous avez pu arrêter à temps grâce à cette nouvelle stratégie ? Alors, je ne pourrais pas en donner une précisément, parce qu'en fait, quand on met en ligne une application sur le web, oui, et qu'on a un équipement de sécurité, c'est là où on se rend compte qu'il y a une myriade de bots. Dès qu'il y a une IP publique qui pop et qui est disponible sur 443, ça scanne à fond, ça essaye de passer des CVE, etc. Donc c'est là, en fait, on se rend compte qu'il y a déjà des grosses attaques de sécurité dans tous les sens, même sur une application qui est à peine en prod. Et en plus, en fait, le gros avantage en plus que j'ai trouvé, c'est que de base, sur le WAF Checkpoint, en fait, on peut activer l'IPS. Ce qu'on n'a pas sur la plupart des WAF classiques, c'est-à-dire qu'on a cette brique d'IPS qui est déjà en fait présente, qu'on peut activer en prévention. Donc on a les signatures de base IPS de Checkpoint déjà de base. Donc en fait, elle bloque déjà énormément de choses de base, même en étant en mode apprentissage. Et après, en fait, en mode apprentissage, en plus, bon, là, on a eu un peu de galère parce qu'au début, parce que l'application n'était pas en prod, donc forcément, pour générer du trafic d'apprentissage, c'était pas facile. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que ça a été vraiment très intéressant, parce que dès qu'il y avait des vraies IP malicieuses qui venaient, qui faisaient des opérations, ça demandait en fait de faire du fine-tuning en fait, en disant voilà, cette IP là est venue, elle a fait un truc bizarre, est-ce que c'est normal ? Et là tu dis oui, non, et en fait en fonction de ça, elle va se baser sur les autres actions qu'avait fait l'IP, et elle va en fait, on va en découdre en fait des règles en disant cette IP là n'était pas bonne, donc tout ce qu'elle a fait en fait ça correspond à des choses malicieuses. Donc voilà. Donc ça c'est la magie du machine learning. Ouais, ça. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur cette expérience qu'on nous partage ? Je vois une main se lever ou non ? Non, c'est une fausse alerte. Ok, moi j'ai oublié de vous poser une question aussi sur la gouvernance. Comment ça s'organise du coup, la gouvernance de la sécurité dans ce nouveau contexte où tout le monde peut partager tout, il y a la traçabilité ? Et ben justement, on a pu poser plus les choses, parce que vu qu'on a un portail unifié, on a dit ok, les DevOps, maintenant vous êtes responsables du WAF, c'est vous qui le paramétrez et qui en avez la responsabilité. Il n'y a que vous qui avez les droits de lecture-écriture dessus, et les autres ont juste un droit de lecture. Et comme ça permet en fait de dire s'il y a le moins de soucis déjà, en fait, ils peuvent remonter facilement à la R&D. La R&D peut venir voir ce qui se passe, et c'est toujours les DevOps qui interviennent dessus. Comme ça permet de garder un raci très, très précis, et on n'est pas sur
il y a un WAF Azure, ça c'est pas les DevOps, ça c'est la R&D qui s'en occupe. Il y a un WAF Nginx, c'est la R&D qui s'en occupe. Là non, c'est tout le monde est à la même enseigne. Et comme ça, au moins, on a une gouvernance bien plus rigide et bien plus sécure, quoi. Ouais. Vous n'avez pas de questions, mais moi j'en ai une pour vous qui s'adresse à vous. Est-ce qu'il y a dans la salle des entreprises ou voilà, des responsables qui s'apprêtent à mettre leurs applications en cloud public? C'est pour ça que vous n'avez pas de questions en fait. Je comprends mieux. Mais vous donneriez quoi comme conseil là-dessus? Clairement, clairement, faut jamais les assigner sur la sécurité, même pour des problèmes de budget ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la plupart du temps, en fait, c'est souvent les budgets qui bloquent. Ça, c'est pas toujours facile à obtenir le budget quand même. En fait, le problème de la sécurité, c'est toujours le budget. Il y a toujours, en fait, c'est toujours le point névralgique. Et en fait, si on commence à lésiner en fait là-dessus, après, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, quoi. C'est vraiment, c'est super important parce que voilà. Ça a modifié votre approche justement de la sécurité, cette expérience? Oui, parce que en fait, on voit des choses maintenant qu'on ne voyait pas avant, parce que c'est vrai que le problème d'un firewall classique, il ne va pas en profondeur si on ne fait pas l'inspection SSL, et l'inspection SSL sur des flux entrants, sur des applications, c'est très compliqué à mettre en place, parce qu'il faut se mettre en man in the middle, etc. Il faut avoir de la PKI, il y a beaucoup de briques de sécurité à mettre en place qui ne sont pas faciles à mettre en place. Donc, et en plus, ça consomme énormément de CPU, donc c'est compliqué à gérer sur les firewalling, parce qu'ils ont aussi autre chose à faire que des déchiffrements SSL. Donc en fait, là, en fait, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment faire de la défense en profondeur sur les applications. C'est-à-dire Et en fait, ça permet vraiment d'aller voir en fait ce qui se passe dans l'application, dans les flux d'échange dans l'application. Mais en permanence, en fait. Permanence, c'est ça qui change. Ouais. Alors qu'avant, on voyait passer les flux. Comme je disais, c'est comme si on était à l'entrée d'un parc d'attractions et on laisse passer les sacs sans regarder ce qu'il y a dedans, quoi. Alors que là, en fait, avec le WAF, il faut regarder ce qu'il y a dedans et on va fouiller au fond, voir s'il n'y a pas un couteau, une arme à feu, quoi. Merci beaucoup, Ludovic, pour ce témoignage. Merci. Alors, c'est l'heure du plaidoyer de maître Stéphane Astier, avocat à la Cour, docteur en droit, intervenant depuis une vingtaine d'années en droit du numérique, propriété intellectuelle et sur les sujets de cybersécurité. Maître Astier, vous êtes intervenu dans des affaires dont on a tous entendu parler. Je peux citer par exemple les laboratoires du Grand Ouest ou encore France Travail. Là, vous venez partager avec nous le résultat, j'ai envie de dire, de toutes vos expériences. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, simplement qu'on devrait repartir quand même avec quelques petits trucs qui vont nous aider à être beaucoup plus efficaces au moment de la gestion de crise. Je vous laisse la salle. Merci Delphine. Bien. Je vous propose de commencer par une petite expérience de pensée. Je vais vous demander de fermer les yeux. Vous êtes sur votre lieu de travail et il y a une porte au fond assez éloignée. Et derrière cette porte, il y a des problèmes. C'est sans doute d'ailleurs la raison pour laquelle, en général, vous passez dans cette porte sans jamais l'ouvrir et aller rencontrer la personne qui est à l'intérieur. Je vais vous parler du juridique. Le juridique, oui, voilà, vaste projet. Je vais plutôt vous parler de ce qui pourrait être autre chose que cette image d'Épinal, donc le juriste gris, triste, avec qui vous n'avez absolument pas envie de partager un cocktail ou de boire une bière, et qui donc ne vous trouve que des problèmes et pas des solutions, qui met des années-lumière à répondre à des demandes de markup sur un contrat, qui vous explique que vous ne pouvez rien faire parce que sinon vous allez mourir ou aller en prison et encourir des peines d'amende incroyables. Et en matière de cybersécurité, s'il y a bien un problème, alors on a parlé beaucoup de réponses techniques, technologiques, c'est important, c'est même essentiel, mais de mon point de vue, et après quelques années passées aux côtés de nombreux acteurs qui ont été piratés, hackés, quasiment mis à terre, eh bien, s'il y a quelque chose que je peux essayer de vous exprimer ce soir, c'est peut-être une recommandation, une nécessité, une impérieuse nécessité, c'est justement de franchir le pas et d'aller vers cette porte, vers le juridique. Et du côté du juridique, peut-être de se remettre un petit peu en cause et
d'aller vers une autre approche, une approche dont on va parler un petit peu ce soir, qui est l'approche LegalOps, qui vient du monde anglo-saxon, qui n'a rien d'extraordinaire. On parle de choses frapper du bon sens, être un peu pragmatique, s'intéresser justement à l'expertise de l'autre, à l'expertise de vous autres, puisque je me sens bien seul ce soir, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de juristes dans la salle, et de faire que des échanges positifs peuvent intervenir au moment d'une crise cyber, en plein stress, en règle générale la veille d'un long week-end ou de vacances, et avec des pressions de toutes parts, des pressions techniques, des pressions métiers, et on va le voir, certains sujets à traiter. Alors, le juridique et le pilotage juridique d'une faille de sécurité, ça se passe déjà en amont, on fait du préventif. Je renvoie là notamment à des recommandations de l'ANSSI. C'est toujours intéressant de sensibiliser les décideurs aux aspects juridiques d'une faille de sécurité. On les oublie trop souvent. Et puis, bien entendu, il y a la réaction à incident, la participation du juridique aux cellules de crise cyber, parce que c'est à ce moment-là que l'on attend du juridique de participer à une forme de stratégie. Alors, pour que la gestion de crise ne se transforme pas en crise de gestion, alors je vous rassure, tous les slides seront à peu près de cette nature-là. Je ne vais pas vous abreuver de textes et de peines de prison et d'autres éléments anxiogènes. L'idée, c'est d'expliquer que, en se parlant, le juridique et le technique peuvent permettre aux décideurs de répondre à deux questions absolument essentielles. Aujourd'hui, n'importe quel décideur d'une entreprise, d'une organisation publique se pose deux questions en matière de cybersécurité. Quel est mon niveau d'exposition au risque cyber? Première question. Deuxième question, quelle est la capacité de résilience de mon organisation en cas d'attaque informatique? En cas d'attaque informatique, et pour que cette gestion de crise ne se transforme pas en crise de gestion, on attend notamment du juridique des réponses à des petites questions toutes bêtes, mais qui vont avoir toute une importance, et notamment pour éviter que le sinistre n'explose, c'est-à-dire aille au-delà des conséquences financières liées par exemple à des pertes d'exploitation suite au blocage de l'intégralité de votre production. Je parle ici de petites questions comme est-ce qu'on doit porter plainte? Si oui, dans quel délai? Qui peut porter plainte? Qui est habilité à porter plainte? Est-ce qu'il y a une délégation de pouvoir? Mais porter plainte, on va au commissariat, on va en gendarmerie, qu'est-ce qu'on raconte alors qu'on a encore très peu de visibilité sur le périmètre de l'attaque et ses conséquences. On pourra y revenir si vous le souhaitez plus tard. Autre élément qui est attendu du juridique, c'est de savoir si on doit notifier l'incident à la CNIL, par exemple, Commission nationale informatique et liberté, qui intervient lorsque l'attaque informatique est venue toucher des données à caractère personnel. Alors, pas uniquement effectivement les données de patients des laboratoires du Grand Ouest pour revenir sur ce dossier, mais bien souvent les données de vos salariés, pour les fiches de paye par exemple. Et puis ça tombe plutôt mal parce que sur les fiches de paye, on va retrouver le numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale sur le dark, c'est quelque chose qui se revend assez bien parce que ça facilite les usurpations d'identité. Parce que derrière toutes ces problématiques techniques, derrière toutes ces expertises qui doivent nourrir en fait la prise de décision en cas d'attaque cyber, il y a quand même des gens au bout du bout. Des gens, ça peut être vos salariés, ça peut être vous-même, et puis ça peut être les clients de vos clients, on en a bien parlé tout à l'heure, c'est très important. Et donc par rapport à ça, la question se pose, est-ce qu'on va notifier à la CNIL avec parfois des pressions qui interviennent sur le juridique pour dire oula, on va peut-être pas mettre le doigt à la CNIL parce qu'au niveau RGPD, on n'est pas top, j'ai pas envie que la CNIL débarque une fois que nous aurons notifié à la CNIL. Ce qui est une erreur fondamentale. C'est pas parce que vous notifiez un incident, plus exactement une violation de données à caractère personnel à la CNIL, que la commission va débarquer chez vous le lendemain pour opérer un contrôle. C'est même souvent le contraire, c'est plutôt bien vu de notifier. 5000 notifications par an à peu près au service de la CNIL. Pour autant, il ne faut pas faire l'excès inverse, c'est-à-dire ceinture, bretelle, airbag, personne ne va mourir, on notifie tous les incidents. Non, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique, on ne notifie que des violations de données à caractère personnel, donc qui impliquent une qualification juridique de l'incident, donc tout simplement que le technique parle au juridique pour dire voilà, il s'est passé ça, voilà la fiche signalétique de l'incident cyber. On remonte ça notamment par des outils comme ceux que propose Checkpoint. Le juridique peut faire son job en faisant la qualification juridique de l'incident et permettre aux décideurs de dire ok, on est bien dans le périmètre de l'article 33 du RGPD en l'occurrence, on va notifier l'incident à la CNIL 72 heures après la prise de connaissance de l'incident. Premier point. La stratégie aussi, toujours, est-ce qu'on doit activer notre police d'assurance ?
Alors dans ce cas-là, il vaut mieux avoir répondu à la première question, parce qu'aujourd'hui, et depuis la loi LOPMI, la compagnie d'assurance peut refuser de couvrir le sinistre, même si vous avez souscrit une police d'assurance cyber-risque, ce que je préconise en général, dès lors que vous n'avez pas justifié d'avoir déposé plainte, porté plainte, dans le délai de 72 heures, ce même délai de 72 heures après prise de connaissance de l'incident. Donc ça, c'est toujours intéressant de le savoir. Autre élément qui est bien souvent extraordinairement complexe, à la fois d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue stratégique, dans les cas les plus graves. On parlait tout à l'heure de fuite de données de santé, on peut parler également de numéros de sécu, d'informations assez sensibles. On va rentrer sur un niveau de qualification juridique, de risque élevé au sens, cette fois-ci, de l'article 34 du RGPD. Là, les choses se compliquent parce que vous devez non seulement notifier l'incident à la CNIL, mais vous devez également informer de manière individuelle toutes les personnes, parfois des dizaines de milliers de personnes, parfois des centaines de milliers de personnes. Ce qui a un impact au-delà du risque de sanction parce que vous n'avez pas respecté vos obligations générales de sécurité et de confidentialité des données, mais bien entendu des risques réputationnels. Vous pouvez mettre à terre toute la confiance du marché, de vos investisseurs et bien entendu de vos clients ou des clients finaux ou des clients de vos clients sur un coup de dé et une communication mal maîtrisée avec en plus tout un tas de contraintes qui font que cette communication individualisée est extraordinairement anxiogène par nature. Le texte impose de mettre la personne en situation d'utilisation et d'exploitation de la faille cyber. Donc vous allez lui parler d'usurpation d'identité, vous allez lui parler de saisir la CNIL, de déposer plainte, de contacter sa banque, bref, des choses pas très agréables lorsque vous vous adressez à vos propres clients. Bon, au-delà de ça, et en dehors même d'ailleurs des questions de données à caractère personnel, une faille de sécurité, un incident peut toucher vos systèmes et donner lieu à une exfiltration de données, ce qui est très souvent le cas en ce moment lors des attaques par ransomware, et toucher des données de vos clients. Quand vous intervenez sur le B2B, en secteur B2B, vos propres clients vous confient leurs données. Vous avez d'ailleurs en général signé des accords sur la protection des données dans lesquels vous garantissez la sécurité de ce qui vous est confié. Et là, patatras, les données partent dans la nature. Comment vous gérez ça contractuellement? Quel type de responsabilité? À quel niveau de SLA vous êtes tenu par le contrat, notamment en cas de faille de sécurité cyber. Bref, c'est tous ces éléments-là que le juridique va être amené à traiter en étroite coordination avec les services techniques pour permettre aux décideurs d'avoir une visibilité à 360 sur l'impact global de l'incident de cybersécurité. Alors, la stratégie, je suis resté un moment et je ne veux pas être trop long parce qu'on a 2-3 petits sujets à traiter après avec Delphine. Le forensic. Le forensic, il y a 2 types de rapports forensiques, ceux qu'on vise avec un juriste avant finalisation et ceux qu'on relie au tribunal. Je vous dis ça parce que, à l'occasion de plusieurs dossiers en crise cyber, je me suis aperçu qu'il était plus que nécessaire que le juridique fasse une revue du projet de rapport forensique. C'est les investigations qu'on lance au moment de l'attaque, notamment pour l'analyse des logs de connexion, et qui vont permettre d'identifier si des données ont fuité. En général, on peut peut-être identifier une adresse IP, si cette adresse IP est suspecte ou pas, et d'évaluer en fait le niveau de risque et les obligations légales qui en découlent. Or, dans des rapports de cybersécurité, on va retrouver bien souvent, parce que ces rapports sont écrits par des gens de la tech et non pas du juridique, un mélange des genres avec l'investigation qui va être mélangée avec la partie audit, et puis accessoirement, si on peut pousser 2-3 missions au passage pour accentuer en fait la criticité des constatations, bah, ça mange pas de pain, sauf que ça va avoir des répercussions potentiellement très fortes en termes de responsabilité juridique. Donc attention aux rapports forensiques, il faut les traiter de manière objective et surtout scinder les différentes typologies de conclusions et le cas échéant les faire relire par le juridique. Stratégie, forensique, négociation, bon, c'est toujours la question qui se pose, hein. Est-ce qu'on négocie avec les terroristes? Est-ce qu'on paye cette rançon? Alors je crois que Jérôme évoquait tout à l'heure un facteur 10 d'explosion des attaques cyber, et particulièrement en France, on s'étonne du pourcentage très élevé d'attaques informatiques en France.
Bon, moi j'ai 2-3 petites idées de la raison pour laquelle ce type d'attaque a augmenté, au-delà de la digitalisation accélérée de nos entreprises, de notre société d'une manière générale. Il se trouve qu'il y a quelques temps, pour X raisons, les compagnies d'assurance ont peut-être un peu trop claironné sur tous les toits que leur police d'assurance cyber couvrait le paiement des rançons. Donc vous imaginez bien que quand cette information a été largement diffusée, les groupes de hackers se sont dit chic, 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 si en plus l'assurance paye, on va se faire plaisir. Accélération des attaques et là-dessus, à l'Assemblée nationale, des débats pour savoir s'il fallait interdire le paiement des rançons. Alors aujourd'hui, la doctrine, effectivement, on en a parlé rapidement tout à l'heure, l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, je pense que tout le monde connaît à peu près ici, s'est positionnée pour recommander fortement de ne pas payer les rançons. Pourquoi ? Parce que quand vous payez une rançon, notamment avec un groupe de hackers qui a cryptoloqué l'intégralité de vos systèmes, potentiellement vous financez le terrorisme. Et financer le terrorisme, il se trouve que c'est un délit pénal. Donc le représentant légal peut venir être inquiété après le paiement d'une rançon suite à un mauvais conseil. Pour autant, est-ce que ma recommandation est de ne jamais payer la rançon ? Je dis tout doit s'apprécier au cas par cas. En tout état de cause, les négociations, et là j'en reviens à ce qui a été dit tout à l'heure et c'est très vrai, moi j'ai assisté à des négociations où le vendredi soir on raccrochait à 17h parce que le hacker devait aller chercher ses enfants à l'école et on reprenait les négociations le lundi matin à 9h à l'ouverture des bureaux. Bon, tout ça est une industrie qui a été largement financée, je pense notamment dans certains pays actuellement en guerre, pas très loin d'ici. Voilà pour la négociation. La communication, communiquer sans coordination, c'est comme tweeter en pleine tempête, ça peut faire le buzz, mais rarement dans le bon sens. Je crois que vous avez tous vu ces derniers temps dans les journaux, alors spécialisés ou non spécialisés, quelques erreurs manifestes de communication. On veut communiquer trop tôt, on ne maîtrise pas les éléments de langage. Le sujet de la communication de crise n'est pas suffisamment bien traité. Le juridique n'a pas mis son nez là-dedans pour justement éviter de limiter, aller vers une limitation de la prise de parole tant qu'on n'en sait pas plus sur l'étendue de l'attaque. Et là, patatras, vous informez la terre entière que la faille de sécurité dont vous avez été victime n'a pas conduit à une exfiltration de données ou que les données sensibles n'ont pas été impactées. Et puis 2 jours plus tard, alors que vous avez affirmé ça et que c'est dans tous les journaux, vous avez une contre-information qui vient de dire que si l'attaque était d'ampleur bien plus importante. Donc là, en général, ça ne se passe pas très bien en termes de réputation. Donc la communication de crise, c'est quelque chose qui se travaille, c'est un vrai métier, à la fois juridique et puis pour des directions de la communication. Et il faut une grande maîtrise là-dessus et ça implique là aussi une étroite coordination. Dernier point, qui est plus là en mode boutade qu'autre chose, avec la référence à mon aîné adoré Audiard. Redémarrer sans réfléchir, c'est comme entamer un sprint au milieu d'un champ de mine. Rapidement, on se vaporise façon puzzle. Oui, c'est le cas. Et moi, j'ai pu le voir à plusieurs reprises. Encore une fois, on a beaucoup parlé de technique. Moi, je voudrais parler d'humain. Les situations de crise, les cellules de crise, c'est beaucoup de psychologie, beaucoup d'humain, beaucoup d'anticipation sur notre capacité à interagir ensemble et à travailler en synergie avec des compétences et des niveaux d'expertise différents pour éviter de prendre des raccourcis qui peuvent s'avérer catastrophiques. Redémarrer trop tôt en termes de preuves, c'est un moyen d'augmenter les vecteurs d'attaque, d'accentuer le sinistre, d'augmenter votre niveau de responsabilité. Bref, ça peut très mal se passer. Voilà en mode très rapide, parce que je sais que tout le monde a envie d'aller au cocktail après. Mais c'est pas l'heure encore. Mais c'est pas l'heure encore, exactement. On continue encore un petit peu. Exactement. Donc vous plaidez pour un trio. Oui, le trio magique, le juridique, la DSI, le RSSI. On peut multiplier après les acronymes parce qu'il y a d'autres sujets, mais c'est vrai que sur ce type d'attaque, c'est absolument essentiel. Là, dans les affaires sur lesquelles vous avez travaillé, plus ou moins de loin, plus ou moins directement, on ne va pas rentrer dans le détail de ces affaires, mais il y en a certaines qui ont fait l'objet d'un traitement par la section cyber du parquet de Paris, donc on appelle la J3. Est-ce que cette réponse vous a semblé satisfaisante ?
Alors, en termes de technicité, rien à dire. Sont des magistrats dont certains j'ai pu croiser au DU à Montpellier, sont parfaitement au fait de la cybersécurité, avec des équipes parfaitement rodées, que ce soit d'ailleurs la BFTI ou le CELT-CIC qui travaillent en étroite coordination. Donc, ce sont des organismes spécialisés sur la cybercriminalité. Après, la difficulté du J3, mais comme pour toute la justice française, c'est une difficulté de pile de dossiers énormes et de manque de moyens pour traiter l'intégralité dans un temps limité. Mais donc, il faut porter plainte, mais il ne faut peut-être pas attendre uniquement une réponse judiciaire ? Oui, tout à fait. Alors, le fait de porter plainte, déjà, pour moi, c'est une recommandation, c'est quelque chose qui est important. Alors déjà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour la couverture de votre police d'assurance, mais aussi pour acter de votre statut de victime. Parce que souvent, les réactions sont épidermiques. Ça a été le cas dans l'affaire des labos du Grand Ouest. Bon, imaginez vos données de santé qui sont affichées sur le dark, je pense que ça ne vous plairait pas. Et donc, il y a eu des réactions extraordinairement vives et violentes contre le laboratoire, alors que le laboratoire était, les laboratoires en l'occurrence, hein, puisqu'ils étaient plusieurs, victimes, et en plus victimes d'un tiers. Donc c'est bien de dire qu'on est la victime aussi. Voilà, on n'est pas forcément responsable de tout. Alors je ne vais pas dévoiler de secret, mais vous êtes en transition professionnelle. Vous allez monter votre cabinet spécialisé dans le LegalOps. Vous avez employé ce terme, je crois, au tout début. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est LegalOps ? Ouais, ça vaut peut-être le coup de nous expliquer quand même. Oui, alors bon, le LegalOps, c'est encore une fois, hein, c'est quelque chose qui vient du monde anglo-saxon. C'est peut-être une autre vision du droit qui part par déjà l'empathie, c'est-à-dire essayer de... Donc, il y a deux mots quand même dedans. Il y a légal et ops, c'est opérationnel. Exactement, tout à fait. Et donc l'idée, c'est de sortir un petit peu de la théorie juridico-juridique, je dirais, ces théories un peu fumeuses et ou un peu dans des schémas qui doivent être aujourd'hui oubliés, pour aller un peu plus dans le concret et d'utiliser en fait le droit de manière très opérationnelle pour répondre. Encore une fois, apporter des solutions et pas des problèmes. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est absolument essentiel dans notre métier, surtout dans le domaine de la tech, et arriver à créer le pont entre le juridique, qui peut être extraordinairement intéressant à travailler, y compris d'ailleurs au niveau commercial, au niveau business, hein, puisqu'aujourd'hui, une maturité juridique, une conformité juridique sont des axes très intéressants pour la valorisation des actifs. On en parlait tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, au-delà d'une sécurisation juridique de l'activité. C'est-à-dire qu'on peut accroître les niveaux de confiance, augmenter les leviers de valorisation d'un certain nombre d'actifs au sein de l'entreprise par le juridique. Je surveille un peu le temps. Est-ce que vous avez des questions pour l'avocat ? Est-ce que vous avez été confronté à des crises cyber avec des problèmes de communication, peut-être avec les services juridiques, ou est-ce que vous avez des interrogations ? Oui. Est-ce que vous pouvez vous lever pour que tout le monde vous entende, parce que comme vous n'avez pas de micro ? Le niveau de responsabilité, en fait, de chacun. Alors, déjà, il n'y a pas de questions naïves. Hein. Toutes ces questions sont très importantes. Est-ce que, Maître Astier, vous pouvez répéter peut-être la question pour que tout le monde l'entende bien jusqu'au fond de la salle ? Oui, alors, je vais reformuler, pardon, en passant en mode stroboscope. En fait, vous posez la question de savoir quelle est votre responsabilité en tant que salarié d'une société spécialisée dans la sécurité, qui manage un firewall et qui, par une fausse manipulation, permet à un ransomware de perpétrer une attaque. Alors, il y a deux niveaux de réponse à cette question. Un premier niveau qui est assez simple, qui est la situation personnelle de la responsabilité d'un salarié qui fait une erreur dans le cadre de ses fonctions. Hein. Donc là, c'est du droit social. On va pouvoir sortir sur la piste de danse, là, je pense. Donc, au niveau du droit social, vous commettez Moi, je ne pourrais pas danser, je suis trop triste. Donc, vous engagez votre responsabilité au titre de votre contrat de travail parce qu'il s'agit d'une faute.
d'une faute professionnelle, le cas échéant. Encore faut-il qu'elle soit démontrée. Bon, bref, ça c'est d'autres, on va dire d'autres sujets. Et puis il y a la responsabilité effectivement de l'entreprise qui génère un sinistre chez son client, puisque c'est par l'utilisation de son service que le client va être impacté. Ce qui est d'ailleurs souvent le cas, hein, ce qu'on appelle les attaques par rebond. Bien souvent, les entités, notamment les grands groupes, ne sont pas percutés directement. C'est trop compliqué. Donc les cyberassaillants passent par des prestataires, des points faibles qui sont préalablement identifiés pour pénétrer les systèmes. Et donc là, derrière, c'est de la responsabilité contractuelle. Mais c'est l'employeur qui va porter la responsabilité ou Oui, bien sûr, c'est l'entreprise. L'employé, voilà. C'était la question. C'est l'entreprise. Alors, on peut se poser la question au pénal, parce qu'au pénal, il y a encore d'autres règles qui peuvent venir à s'appliquer. Mais là, en l'occurrence, le pénal s'appuie sur des règles d'intentionnalité, c'est-à-dire que si vous n'avez pas fait avec intention, commis cette erreur avec l'intention de la commettre et donc de porter atteinte au client, vous n'encourez pas de responsabilité pénale personnelle. Réponse claire. Oui, pouvez-vous lever, s'il vous plaît? Merci. Alors, il se trouve que dans mon métier, il y a quelque chose qui s'appelle le secret professionnel. Donc, je ne citerai pas de clients, bien sûr. Alors, je vais essayer de répondre, peut-être pas forcément dans l'ordre, mais est-ce que moi, j'ai été confronté à des dossiers où décision a été prise de payer la rançon? La réponse est oui. Mais dans un contexte sécurisé. C'est-à-dire que pour réaliser ce paiement, et encore une fois, ce n'est pas ma position, moi je suis plutôt sur la ligne de l'ANSSI, d'abord, on a fait appel à une agence spécialisée en intelligence économique et on a fait en fait le portrait robot du hacker pour savoir quelles étaient les habitudes de ce hacker, avec des possibilités d'interaction, y compris physique, avec ce hacker, pour sécuriser en fait l'opération. On était vraiment dans un cas extrêmement, on va dire, sensible, avec des impacts financiers énormes. Et donc la rançon a été payée, le code a été transmis et les données ont pu être réaccédées très rapidement. Mais ce n'est pas toujours le cas et là-dessus j'invite à la plus grande vigilance. La position de l'Union européenne, alors je ne connais pas la position État par État, moi ce que je peux vous donner c'est la position française, c'est ce que je vous ai dit, hein, il y a eu beaucoup de lobbying pour interdire le paiement des rançons, pour le criminaliser. La situation aujourd'hui c'est que rien n'interdit ça, d'ailleurs les compagnies d'assurance, certaines polices couvrent le paiement des rançons, hein, donc il n'y a pas d'interdiction légale de payer une rançon. Peut-être pour la deuxième partie de la question de monsieur, je crois, il faut me contredire si ce n'est pas le cas, mais aux États-Unis, les entreprises qui payent les rançons sont obligées de le déclarer, alors que ce n'est pas le cas en France. Oui, alors il y a Tracfin en France. Dans certains cas, il y a une obligation de déclaration et c'est toujours en lien avec l'identification du groupe de hackers. Donc attention. Ouais. Voilà. Une autre question? Parce que là, c'est consultation juridique gratuite, en fait. Alors, moi, j'en avais... Est-ce que vous pouvez nous donner quelques bonnes pratiques, finalement? Parce que vous nous avez expliqué combien c'était important que ce trio fonctionne. Mais on peut commencer comment pour faire en sorte que dans l'entreprise, ça soit fluide, finalement, la communication entre tous les services? Alors, il y a plein de choses à faire. Encore une fois, très pratico-pratique. Je pense qu'il faut être très pragmatique. Il n'y a pas tant de complexité juridique que ça hein, dans la gestion de crise cyber. C'est plus de la réactivité, de la rigueur, un goût aussi pour tout ce qui est investigation et un lien très fort avec la technique. Et donc, si on se remet dans les chaussettes du dirigeant et si on reprend un petit peu les recommandations plutôt très pertinentes de l'ANSSI, la première des choses que je recommande, c'est d'effectuer une cellule de crise fictive avec le volet juridique qui va être intégré.
Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire sous forme de formation, où on va mettre tout le monde dans une cellule de crise fictive, avec un scénario qui va avoir été en général travaillé d'ailleurs en coordination avec la DSI, avec un certain nombre de stimuli, des faux articles de journaux, des faux mails qui tombent, des faux appels de journalistes qui veulent savoir de quoi il s'agit, pour essayer d'être au plus proche en fait, de la réalité. Et derrière, bien sûr, on fait un rétex, retour d'expérience, qui va permettre en fait, aux dirigeants de voir s'il y a des trous dans la raquette dans l'organisation. Ça, c'est, on va dire, une formation qui fonctionne très bien. Un entraînement, quoi. Oui, c'est ça. Avec le juridique. C'est un entraînement et le juridique a toute sa place, notamment au niveau des décideurs, puisqu'encore une fois, il y a une remédiation technique de l'attaque informatique, mais derrière, il y a des prises de décision à prendre. J'en ai évoqué quelques-unes tout à l'heure sur les notifications, l'information des personnes, la communication de crise. Et puis, le décideur doit avoir une idée très fine de l'impact global en fait, de l'attaque informatique. Et pour ça, la cellule de crise en présence du juridique, et notamment dans les galops qui fait le lien entre le juridique et la technique, sera essentiel. Voilà. Juste autre élément, deux autres éléments, de la documentation interne, ce qu'on appelle vulgairement les politiques de gestion des incidents liés au système d'information, et pas une politique que vous rédigez qui va être périmée avant d'avoir fini de rédiger pour finalement aller caler l'armoire au fond de la cave, mais vraiment quelque chose que vous allez pouvoir utiliser au moment d'une cellule de crise. Et puis bien sûr, je reviens, mais c'est les fondamentaux, les contrats, vos contrats, tous les contrats IT. Aujourd'hui, moi je milite depuis des années là-dessus pour intégrer dans les contrats IT des annexes dédiées à la collaboration cyber, et pas uniquement pour des attaques informatiques qui touchent des données à caractère personnel, mais qui couvrent généralement toutes les obligations de collaboration et garanties qu'on peut activer en cas de crise cyber. On parlait du problème du coût, des budgets pour la cybersécurité. J'ai envie de dire, c'est un peu pareil avec le juridique. Il y a un retour sur investissement, je ne sais pas, qu'on peut mesurer, qui peut donner envie davantage débloquer des fonds. Il y a des très bons articles là-dessus. Je prêche à fond pour ma paroisse, vous avez vu, sur effectivement l'impact du juridique sur la limitation du sinistre et la limitation de ce que coûte une cyberattaque. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure, et la slide était intéressante, sur les chiffres sur l'accélération par l'IA des attaques informatiques. Mais on a des premiers chiffres qui tombent aujourd'hui sur combien coûte une cyberattaque. Moi, j'ai vu des PME qui étaient mises à terre par des cyberattaques. Jusqu'à fermer. Ouais, clé sous la porte. Il y a des statistiques assez effroyables là-dessus qui sont disponibles. Le coût moyen d'une cyberattaque, sur la PME, on est rarement en dessous des 30, 40, 50 000 euros. Et ça monte très très vite sur des ETI à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ne serait-ce qu'une simple reconstitution de base de données cryptée, ça peut rapidement coûter très cher. Et donc le juridique qui va permettre de limiter le sinistre, ou voire augmenter et favoriser en fait la prise en charge par la police d'assurance, ou obtenir des garanties et notamment une couverture par de la responsabilité civile du prestataire qui va avoir été défaillant, va être essentiel là-dessus. Dans les synergies avec les RSSI et les DSI, quand le juridique parle en termes de responsabilité et dans un langage clair, compréhensible par le commun des mortels et pas juste dans un langage juridique, le décideur comprend bien les tenants et les aboutissants, et ça favorise clairement justement l'octroi de budget qui intégreront en fait ce double paramètre. La communication, quoi. Une fois de plus, essayer de se parler, toujours. Merci beaucoup. Si vous n'avez plus de questions dans l'immédiat, vous pourrez en poser plein juste après, puisqu'il va y avoir le temps du cocktail et donc le temps d'échange. Mais avant, je propose quand même un mot de la fin. Jérôme Bouvet, un grand merci déjà pour l'organisation. Oui, un mot de la fin, et merci beaucoup, Maître. Je pense que c'était exactement ce qu'on a cherché à faire aujourd'hui comme agenda, c'est-à-dire que Checkpoint puisse fédérer un écosystème extrêmement large. C'était ce que je disais tout à l'heure en voulant être un leader d'opinion. On sait qu'on n'est pas simplement une société qui vendons des solutions de protection dans le domaine de la cyber. On travaille en lien avec des acteurs qui vivent à nos côtés, des juristes, des avocats. On est là aussi pour prévenir un risque, accompagner nos clients.
on a aussi discuté avec des partenaires technologiques comme Wiz qu'on a accueilli aujourd'hui, sur lequel en fait on peut venir intégrer leurs solutions dans cette approche Open Garden. Et je pense que le sujet de fédérer, il est très important. Et puis Ludovic est venu témoigner aussi, c'est important, dans son vécu, dans son quotidien, la façon dont on l'a accompagné. Donc c'était vraiment ça qu'on voulait faire aujourd'hui, les équipes Checkpoint. Et je remercie d'ailleurs d'avoir organisé cette journée aujourd'hui, nos sponsors également qui nous ont permis de réaliser ça. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on puisse se retrouver maintenant tous au travers d'un cocktail. Et si je ne me trompe pas, c'est donc un étage en dessous. Oui, c'est un peu perturbant. Exactement. Donc c'est en dessous, mais on va être dehors. Exactement, dessous, mais dehors. Donc ça va être au moins 2. Et encore une fois, un grand merci aujourd'hui pour votre présence. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci Adrien, merci Léa, merci Karim, merci à toute l'équipe Checkpoint. Merci Delphine. Merci.